Deuxième table ronde, nous avons donc Marie-Georges Buffet qui a introduit ce matin ce séminaire de travail et qui est reparti temporairement en séance pour un texte de loi et qui revient ici. Donc, on va jouer le rôle un petit peu de la représentation parlementaire. Nous avons Madame Chantal Pacteau, qui est directrice de recherche au CNRS et membre du syndicat SNCF-FSU. Alors je les ai pas pris dans la table. Donc Isabelle Godringer, donc, qui est directrice de recherche à l'INRA. INRAE, pardon, depuis le 1er janvier, INRAE. Et aussi représentante ici du syndicat Sud Recherche, et aussi, il faut le dire quand même, membre de l'association Sciences Citoyennes. Kevin Jean, président de l'association Sciences Citoyennes, qui est aussi chercheur au CNAM en épidémiologie nous avons aussi Anne Grenier, qui est à la direction recherche et prospective de l'ADEME. Voilà. Et nous avons deux membres représentant le collectif Atécopole, l'atelier d'éthologie politique, donc Guillaume Carbou. Alors je ne sais plus vos spécialités de recherche ou... Je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication. Voilà. Et donc Steve Agimon. Donc moi qui suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Versailles désormais. Voilà. Et alors que M. Carbou était de l'université de Toulouse. Toulouse 2. Voilà. Et donc la première question est toujours d'une certaine manière la même, c'est-à-dire on parlait des modalités de pilotage et d'orientation de la recherche. Maintenant, finalement, j'essaie très rapidement de retrouver mes notes pour relancer le débat. Quelle proposition on pourrait avoir pour une programmation citoyenne de la recherche? Comment, d'une certaine manière, essayer d'opérer les choix scientifiques et techniques au sein de la société, et quel savoir, finalement, aujourd'hui, le monde de la recherche est censé produire. Voilà. Alors, je vais donner peut-être la parole tout de suite à Kevin Jean, de l'association Sciences Citoyennes, qui, on en a parlé déjà un petit peu ce matin, les intervenants ont évoqué un certain nombre de propositions, finalement, que l'association avait. C'est peut-être le moment de les détailler. Okay. Mais pour commencer, donc pour situer d'où je parle là aussi, donc on l'a dit, je suis membre de l'association Sciences Citoyennes. Je travaille dans le domaine de la santé publique, je suis donc épidémiologiste au CNAM. Je participe au collectif Labo 1.5 également, et puis je suis le mouvement de mobilisation pour l'ESR. Juste pour revenir un tout petit peu sur les constats qu'on a fait dans la mobilisation LPPR, moi j'ai été titularisé il y a peu de temps, il y a 3 ans, c'est encore récent, donc j'ai bien vu le changement le changement de mon statut de précaire, qui là, avec la titularisation me permet de me mettre dans une disponibilité intellectuelle et du côté du personnel, bon, on n'en parle même pas, mais quand on arrive à se projeter à plus d'1 an, ça n'a rien à voir, donc ça c'est le point positif. Et le point négatif également, c'est que très rapidement, j'ai vu mon temps de travail là aussi accaparé par des heures d'enseignement qu'on nous propose, des heures d'enseignement supplémentaires et des tâches administratives qui explosent. Donc les aspects, voilà, ça c'est pour signaler par le vécu 2 aspects qu'on a discuté tout à l'heure. Donc sur le pilotage et la programmation de la recherche, donc on en a également parlé, ça va être un tout petit peu difficile de dissocier, de ne pas rebondir sur ce qui a été dit sur la première table ronde, mais c'est le but aussi. Loïc Prud'homme a parlé de ce document de loi de financement de la recherche qu'on a vu. Donc dans ce document, on a des priorités, des grands chantiers de recherche qui sont énoncés. Donc il y a à l'échelle gouvernementale des grands chantiers qui ont été identifiés dans ce document jaune qui a été repris par Ghislaine également. Donc il y en a 3 qui sont cités: les cancers pédiatriques, l'intelligence artificielle et la recherche spatiale. Or, donc ce sont des domaines identifiés, de priorités identifiées. Pour autant, savoir ce qui a mené à l'identification de ces sujets n'est pas explicité du tout dans le document. Est-ce que c'est pour répondre à une demande sociétale? Est-ce que c'est pour participer à une compétition internationale, donc cette logique de conformité qu'on a décrite tout à l'heure, pour se lancer dans des secteurs alors même qu'on a peu ou pas de réflexion sur leur caractère souhaitable ou non, de la recherche, de leur application, si on pense à l'intelligence artificielle, les écueils que ça peut avoir, ou les mondes qu'elle préfigure. Et donc ce que propose Sciences Citoyennes comme dispositif,
c'est que dans la mesure où ces priorités publiques, ces orientations de recherche sont discutées, et qu'elles doivent l'être quelque part, parce qu'il y a un budget qui est alloué, un budget, on a parlé de partenariat par l'impôt, eh bien il faut que les citoyens, les citoyennes voient au chapitre qu'il existe quelque part un endroit pour qu'il y ait une discussion autour d'une programmation citoyenne de la recherche. Et le dispositif que propose Sciences Citoyennes à ce niveau, c'est celui des conventions de citoyens. On pourra parler un petit peu plus en détail si vous le souhaitez des modalités, mais c'est quelque chose de proche dans l'esprit de la Convention citoyenne pour le climat, que vous connaissez tous, donc qui repose sur le principe d'un tirage au sort, d'une formation, et d'un positionnement collectif. Alors, le dispositif que prône Sciences Citoyennes depuis longtemps déjà, ça fait une dizaine d'années que l'association travaille sur ce dispositif de participation aux décisions publiques, a quelques divergences avec la méthodologie de la Convention citoyenne pour le climat. On a les documents pour vous expliquer un peu les divergences. Ces conventions de programmation citoyenne la recherche, elle pourrait intervenir à premier niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des orientations de la recherche qui sont décidées sur des critères qui ne sont jamais explicités. Et donc, une première convention de citoyens pourrait déjà définir, pour savoir quels sont les objectifs généraux de la recherche. Quelle recherche on veut financer en France? Sur quels critères? Est-ce qu'on veut une recherche qui soit au niveau de la compétitivité internationale? Est-ce que c'est ça qu'on veut d'un système de recherche? Ou est-ce que c'est une recherche qui produise des savoirs pertinents pour la société, qui produise des savoirs pertinents pour un 21e siècle et qui répondent aux enjeux environnementaux, sociaux? Éventuellement, que cette convention du citoyen définisse là aussi des priorités de recherche, comme c'est le cas actuellement, encore une fois, au niveau du gouvernement, et également qui en tire des conséquences en termes de répartition budgétaire, en termes d'allocation dans un domaine ou dans un autre, des budgets, d'indicateurs de suivi des programmes de recherche, là aussi, on pourra développer si vous le souhaitez. Donc ça pour un premier niveau, et ensuite on pourrait également, on a des propositions un peu concrètes, les documents circulaires, sur des conventions de citoyens qui pourraient avoir lieu cette fois-ci à un second niveau, un peu plus spécifique, sur des grands chantiers identifiés dans le premier niveau, et là qui pourraient définir des thématiques encore plus précises, pour préciser les dispositions, les budgets alloués. Deux précisions sur ces propositions de l'association. La première, c'est que ce fonctionnement ne se limite pas, le fonctionnement donc par des conventions de citoyens, enfin l'orientation de la recherche, l'orientation citoyenne, ça ne se limite pas à des financements qui seraient des financements sur projet. On peut très bien imaginer une programmation citoyenne de la recherche qui va allouer des fonds récurrents à des laboratoires en fonction de thématiques jugées prioritaires. Deuxièmement, ça peut se faire sans fonctionner, c'est toujours ce jeu, on n'est pas en train de dire qu'il faut reprendre de l'argent de l'ANR pour le mettre ailleurs. On peut très bien trouver des financements, et on en parle assez largement. Il y a 2/3 du budget national de la recherche qui part au crédit impôt recherche. On peut passer énormément de temps à le critiquer, et on pourra, un point qui n'a pas été dit ce matin, c'est qu'en plus celui-là, le crédit impôt recherche n'est jamais évalué, à la différence des chercheurs. La performance du crédit impôt recherche n'est volontairement jamais évaluée, ou les investissements d'avenir. Un dernier point qui est important, il me semble, c'est que sur ce point de pilotage citoyen de la recherche, donc on peut le mettre dans le cadre du débat sur la liberté ou non des chercheurs, l'autonomie ou non des chercheurs. Je pense qu'un des points qui est important, c'est que ce dispositif, on peut également le voir comme un moyen de donner un appui politique et financier aux chercheurs pour conduire des travaux sur des sujets qui préoccupent la société, et quelque part une façon de contrebalancer tout le poids des secteurs économiques, industriels, des intérêts marchands dans la recherche et dans les orientations de la recherche. Et donc de s'assurer que l'appareil de recherche soit mis au service du bien commun et pas seulement au service d'intérêts particuliers. Et également, ce serait l'endroit, parce qu'on a eu ce débat encore ce matin, sur la question de la liberté de la recherche des chercheurs. Est-ce qu'elle doit être totale? Est-ce que l'autonomie des travailleurs de la recherche doit être totale? Mais finalement, il n'y a aucun endroit où on pose la question aux citoyens. Les citoyens ont aussi cette question, ont aussi leur avis à donner dans cette question. Est-ce que nos concitoyens veulent de chercheurs totalement autonomes, qui ne répondent qu'à leur simple, qu'à leur propre limitation, ou est-ce qu'au contraire, ils souhaitent une orientation, une voix au chapitre dans ces questions? Et donc ce sont des points qu'on met en avant dans les propositions, et dans celle-là, ces propositions particulières sur le pilotage citoyen. Merci Kevin. Je voulais faire rebondir Madame la députée sur finalement la programmation de la recherche qui devrait être
d'une prérogative de l'État, d'une certaine manière, et de la représentation nationale. Comment vous envisageriez, vous en tant que député, en tant qu'ancienne ministre, cette programmation de la recherche? Là, on est déjà dans le travail législatif à travers la Commission sur la réflexion sur le contenu de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, sans qu'on ait de proposition gouvernementale. On auditionne pour l'instant. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire sortir ce débat des murs de l'Assemblée nationale, comme des murs des labos. C'est-à-dire, la première table ronde s'est terminée par le terme débat public. Est-ce qu'en tant qu'élu, on est capable de porter ce débat à l'extérieur de l'Assemblée nationale? Parce que je pense que les citoyens et les citoyennes peuvent être intéressés à ce débat, alors qu'on ne les consulte jamais sur cette question-là. On leur donne la parole parfois sur d'autres points, mais jamais sur les questions de recherche, parce que l'idée, c'est qu'ils ne sont pas aptes à se saisir de ce genre de dossier, parce que la recherche est quelque chose de très spécialisé, etc., dans l'image qu'on en a. Donc, essayez, nous élus, de porter l'effort pour obtenir un débat public. Après, quand on auditionne hier, c'est le hasard, au calendrier, le directeur de l'ANR, beaucoup de députés expriment et se font le relais d'inquiétude sur l'appel à projet, en disant qu'il faut mettre plus d'argent sur le fonctionnement des labos, des centres, etc., et ne pas fonctionner de plus en plus par l'appel à projet. Et j'entends ce que vous dites sur les propositions de l'association. Quelque part, vous dites on va faire une convention citoyenne, et de cette convention citoyenne, on va définir quelles seraient les recherches nécessaires. Alors je ne dis pas que c'est la même chose que l'appel à projet, c'est pas ce que je veux dire, mais comment quand même on établit un équilibre entre ce qu'est la prise de parole citoyenne, capable de cerner les besoins sociaux, etc., et puis l'avis des chercheurs et des chercheuses sur l'état des travaux, ce qu'ils pensent eux nécessaires par rapport à ça, c'est-à-dire que les citoyens ne deviennent pas eux-mêmes des donneurs d'ordre aux chercheurs et chercheuses. Voilà, c'est-à-dire comment on crée une nouvelle gouvernance qui nous évite de retomber dans ce travers quand même. Voilà. Donc je pense que ça passe par un débat public, comme je disais ce matin, qui pourrait nous permettre de créer un rapport de force. C'est un mot que j'utilise, les mots que j'utilise souvent, un rapport de force populaire pour que les questions de la recherche soient portées au niveau nécessaire par les différentes équipes gouvernementales. Et là, je mets tout le monde un peu dans le même... Voilà. Donc, voilà, donc débat public, prise en main citoyenne, mais aussi gouvernance avec les chercheuses et les chercheurs. Voilà, je crois que c'est nécessaire. Merci. Je vais demander maintenant aux représentants des syndicats de réagir. Du syndicat national de la recherche. Il y en a deux, parce qu'il y a aussi Sud. Excusez-moi, oui, non, mais comme vous me regardiez, parce que vous allez commencer à prendre la parole. Donc Madame Pacteau et puis ensuite Madame Godringer sur voilà, quelle programmation de la recherche, comment ça se passe, est-ce que les citoyens peuvent être des donneurs d'ordre, entre guillemets, par rapport à ça, ou est-ce que c'est aussi la question de la gouvernance qui est à revoir? Donc d'une part, je voulais déjà dire que j'ai fait partie de la Fondation Sciences Citoyennes quand elle a été créée. Je ne l'ai pas quittée pour des raisons, et je reconnais des amis avec qui on a fait les forums mondiaux Sciences et Démocratie, etc. Donc c'est pas d'aujourd'hui, j'ai travaillé sur la démocratie participative, mais je suis biologiste et actuellement je travaille sur les questions de transition écologique. Et quand j'entends certaines choses, bon, je suis émérite, donc je commence à être quelqu'un qui a une certaine profondeur d'histoire, etc. Quand élèves de René Dumont, pour certains, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes ici, ne doivent même pas savoir qui c'est les premiers, non, les jeunes, je ne parle pas de nous. Hein. Et quand on parlait des questions d'écologie, etc., personne ne nous écoutait. C'est le changement climatique, même ça a pris depuis la COP 21 une communication vertigineuse. Enfin, tout le monde se fichait de nous. Donc on a été vraiment des lanceurs d'alerte et depuis très longtemps.
Et on était dans un désert et on aurait bien aimé avoir du débat public qui n'était pas seulement avec les politiques vertes, etc. Donc je fais juste, je ne vais pas parler de moi plus longtemps, mais je fais quand même cette incise. Parce que ce sont les chercheurs, parce qu'ils ont trouvé des choses bizarres dans leur modélisation, etc., qui ont dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on s'organise au niveau mondial, il faut qu'on regarde, etc. Et mes collègues climatologues me disent que peut-être actuellement ce ne serait pas possible de faire ce type de recherche. Dans les années 80, ils ont pu lancer ces grands programmes internationaux et tout. Maintenant, avec les questions d'innovation et toutes ces choses-là, c'est pas du tout sûr que les... Donc s'il y avait une programmation, un pilotage de la recherche aujourd'hui, et donc pas forcément de liberté académique pour explorer un certain nombre de questions, on n'aurait pas eu, d'une certaine manière, une prise de conscience de l'urgence climatique aujourd'hui. Voilà, donc c'est une hypothèse, mais c'est ce que disent mes collègues qui sont dans le GIEC, qui sont quand même bien placés pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, nous, alors là je parle en tant que syndicat, je parle plus à mon titre personnel, nous on veut absolument un renforcement de l'expression de l'écoute de la parole, des paroles citoyennes, parce que les collectifs sont très très différents, avec des objectifs très très différents, et je vous donnerai plus tard, si vous voulez, des choses récentes qui sont moins connues que d'autres. Mais dans leur diversité, dans leurs contradictions, dans leur ambiguïté, alors ils sont aussi bien portés par les associations type les petites fondations, la fondation citoyenne, mais les Gilets jaunes, les assemblées citoyennes, les syndicats de la recherche, eux-mêmes, et les chercheurs, nous sommes citoyens dans la plupart des domaines de recherche. La plupart, moi je ne connais rien à l'astronomie, je ne m'autoriserai jamais à dire à un collègue astronome, tu ne dois pas faire ça, ou dans la recherche de la physique des particules, on ne le fera pas. Moi, mon domaine de compétence, c'est les questions d'écologie, etc. Donc oui aux recherches participatives, et on les fait, c'est depuis longtemps qu'on en fait. Quand on travaille sur l'environnement en biologie, c'est rare qu'on n'ait pas un rapport avec les gens chez qui on fait les stages, etc. Quand j'ai fait mon stage en agronomie, j'ai fait chez des fermiers, ils m'ont expliqué ce qu'il fallait que je comprenne, etc. Oui à l'expérimentation du recours aux conventions citoyennes, comme ça a été dit dans le rapport du CESE. Et moi, je suis très très intéressée de savoir comment ça va, les résultats de la convention citoyenne pour le climat. Parce que nous, mon laboratoire est laboratoire référence, c'est-à-dire que nous, on reçoit les questions des citoyens pour les éclairer. Donc c'est intéressant de voir ce que c'est. Et le comité de gouvernance sont des gens très intéressants, très capables. Et donc ça va être très très intéressant de voir si on va avoir des propositions qui vont au-delà de celles que nous on porte depuis Mathusalem, je vais dire. J'ai amené la VRS, la vie de la recherche scientifique, dont je suis rédactrice en chef, on en a fait plusieurs sur les chercheurs s'engagent. Donc, entre autres, sur les questions d'écologie de la santé. Donc, je suis très heureuse que mon voisin soit un des jeunes qui travaille là-dessus. Mais sur la programmation en particulier, alors maintenant, je passe, donc je dis, on est d'accord avec ça, mais par contre, on s'oppose à l'institutionnalisation de cette parole citoyenne et son intrusion dans le champ de la recherche publique. Je parle de la recherche publique. Parce que le pouvoir déjà insupportable qu'on a de l'ANR, de l'HCERES, au niveau européen, parce que là on n'a pas parlé au niveau européen, faites un programme à juin noir, vous verrez de quoi il s'agit. Tout le temps, toutes ces dérives bureaucratiques qui sont là, qui nous empêchent de travailler, on ne veut pas l'institutionnaliser, on veut qu'on ait des rapports très importants, qui de toute façon ça nous nourrit nos questions de recherche quand on les travaille avec, moi je travaille avec les mairies, les choses comme ça, obligatoirement
on se nourrit les uns des autres. Nos questions de recherche, elles changent. Et alors, quand vous dites la liberté de la recherche, on ne fait pas n'importe quel type de recherche. Il y a plein de... On est dans des champs de recherche sur lesquels il y a des techniques, on travaille, etc. Ça ne vient pas comme ça. Je ne donne pas un sujet de recherche comme ça. Au CNRS, on a des programmes de recherche à longueur de temps, les laboratoires, les équipes. On a au niveau national, on porte les projets qu'on fait, nos institutions portent les projets, et ensuite ça se discute, les financements, etc. Donc la programmation, elle est budgétaire, mais sur des questions qu'on porte. Donc maintenant, le climat est devenu à la mode, mais il ne l'était pas, comme je vous dis, il y a avant la COP 21. Donc d'une certaine manière, une programmation citoyenne, ce serait perçu comme un poids supplémentaire, une contrainte supplémentaire de la bureaucratie. Oui. Mais aussi, on n'est pas chercheur. Je veux dire, devenir chercheur, ça demande quand même un certain nombre d'années. Donc sur certaines questions, donc on peut avoir des échanges. Donc d'une certaine manière, si vous parlez de compétences, c'est-à-dire que pour définir une programmation de la recherche, il faut être chercheur pour savoir de quoi on parle. C'est ça. Dans son domaine, oui. Moi, je ne peux pas les programmer, comme je vous ai déjà dit, en astrophysique. Je ne sais pas faire. Isabelle, sur cette question d'une contrainte supplémentaire, autoritaire, sur le corps scientifique par rapport à sa liberté académique? Déjà, moi, je parle vraiment au nom de Sud Recherche, je suis sciences citoyennes. Donc, à Sud Recherche, souvent, on aime bien revenir sur l'opposition simpliste entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Parce qu'en général, il y a une revendication de renforcer la recherche fondamentale, les financements de la recherche fondamentale qui seraient de fait indépendante, etc. Alors que la recherche appliquée, elle pourrait être subordonnée aux intérêts économiques, etc. Et donc nous, on dit qu'il y a tout un gradient entre recherche fondamentale et recherche développement, et que ce qui est plus important de distinguer, ce sont dans le domaine des recherches appliquées ou orientées, des recherches qui sont à visée marchande et les recherches qui vont être au service du public, sans médiation marchande ou seulement à la marge, comme par exemple les questions sur la sortie des pesticides par la modification des systèmes de culture, qui ne va pas générer de bénéfices, de prise de bénéfices économiques. Et donc, pour revenir à cette histoire de pilotage, donc, même si on n'aime pas le terme, donc actuellement, on a vu tout à l'heure que de fait, il y en a, donc à travers la répartition des financements, donc au niveau macroscopique et répartition budgétaire, comme ça a été dit ce matin, 2 milliards sur la recherche spatiale versus 0,3 milliards sur la recherche agricole. Donc comment c'est décidé, etc. Et puis au niveau microscopique, à travers les PIA, donc les projets d'investissement d'avenir, les ANR, qui sont aussi des moyens de piloter complètement les thématiques scientifiques. Et donc, de fait, il y a un pilotage. Donc on remet ça en question. Et donc comment, du coup, qui serait légitime, comment arbitrer, orienter et piloter la recherche. Et donc nous on pense que les scientifiques sont mal placés pour cela, parce que, enfin, à faire ça tout seuls, parce qu'ils ont des intérêts personnels dans l'histoire, donc ils dépendent, leur carrière en dépend, leur renommée, voire ils ont des liens d'intérêt avec des entreprises privées. Et donc ce pilotage du service public de la recherche, on pense qu'il doit être fait dans une recherche d'intérêt général pour le bien commun, dans une logique de temps long, et donc il ne doit pas non plus se subordonner aux intérêts des bailleurs de fonds privés. Donc dans un monde idéal, ce serait l'État qui est garant de cet intérêt général, qui devrait assurer le lien entre les demandes de la société civile et les organismes de recherche. Il y a les représentants politiques, donc on a vu un petit peu les limites de ça ce matin. Ce qui est discuté, c'est les budgets, et d'ailleurs ils ne sont pas tellement discutés. Et l'action de l'État n'est pas toujours non plus commandée par l'intérêt général. On voit aussi qu'il y a des crises un peu démocratiques et de méfiance des citoyens par rapport aux choix scientifiques. Et donc il faut retrouver une nouvelle forme de démocratie pour ce pilotage. Donc on voit deux possibilités. Donc la mise en place d'instances de consultation, donc une sorte de contre-pouvoir de nature à sauvegarder l'intérêt général, équilibrer le respect des demandes de la société civile,
en particulier dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, du développement. Et donc une piste qui n'est pas encore validée à Sud Recherche pourrait être la Convention de citoyens, mais telle qu'elle a été définie par Sciences Citoyennes. Donc il y a des règles claires là-dedans, donc de transparence, de représentativité, de formation contradictoire des participants citoyens à cette convention, et aussi surtout de prise en compte des propositions qui en sont issues, ce qui n'est pas le cas de tous ces débats et consultations citoyennes qui sont en cours actuellement et dont on a parlé aussi ce matin. On prend du temps pour consulter, enfin les citoyens prennent du temps pour donner leur avis, et puis au final il en sort des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui a été proposé. Donc ça c'est une modalité, et l'autre possibilité c'est l'ouverture des instances de gouvernance actuelles. Donc actuellement les citoyens prennent très peu part aux décisions d'orientation scientifique, ils ne sont pas représentés dans les organes de pilotage de la recherche. Donc les conseils d'administration des organismes et des instituts, les conseils scientifiques, l'ANR, l'HCRS. Donc il faudrait ouvrir beaucoup plus ces instances aux représentants de la société civile et aussi permettre de conduire de façon transparente avec des dossiers préparés en amont pour pouvoir élaborer des avis. Donc, sachant que Sud Recherche ne plaide pas du tout pour le maintien de l'ANR et de l'HCRS. Ils existent actuellement, et donc on plaide pour leur suppression ou au minimum leur réduction. Enfin, on est d'accord. Et donc juste pour finir, dire que les personnels de la recherche font aussi partie de la société, sont aussi des citoyens. Et donc à ce titre-là, ils doivent être, on revendique qu'ils soient plus partie prenante dans les choix faits par leurs institutions. Et actuellement, on voit, ça a été dit ce matin, une volonté du gouvernement de réduire la parole et la possibilité d'intervention des organismes, enfin des élus, des organismes, enfin des syndicats. Donc en résumé, une demande pour plus de démocratie en interne et en externe, avec de la transparence, du respect des représentants élus et aussi des procédures élaborées. Et donc moi, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté, ça marche de façon informelle, on se connaît, ça fonctionne bien. Excusez-moi, j'ai mal compris. Donc nous, ce qu'on demande, ce sont justement de mettre en place, on propose de mettre en place des structures et des instances formalisées pour ça. Donc pour essayer de réconcilier un peu, donc il y a de l'existant d'une certaine manière, c'est ce que vous disiez Madame Pacto, sur des contacts entre la société civile, les citoyens et les chercheurs, alors que Madame Godringer disait qu'il faudrait en fait un petit peu formaliser cet existant-là, parce qu'il y a beaucoup d'implicites, d'impensés, et que peut-être on gagnerait en gouvernance si on cadrait un peu ces rapports qui existent déjà entre les scientifiques et la société civile d'une certaine manière. Mais le pilotage de la recherche, il existe déjà un petit peu par un certain nombre d'agences, et donc il y a une personne qui est d'une agence et qui pilote la recherche d'une certaine manière, donc à l'ADEME, et qui peut nous dire qu'effectivement ça se pilote, et ça se pilote aussi peut-être avec les citoyens, ça se pilote avec les pouvoirs publics. Comment ça se passe à l'ADEME en fait ? Alors, pour comprendre un peu le pilotage ou la programmation de l'ADEME à la recherche, d'abord il faut resituer un petit peu l'ADEME dans la diversité de ses missions. Le financement de la recherche n'étant qu'une partie de ses missions, l'ADEME se focalise essentiellement sur de la recherche appliquée, puisque c'est une société d'objectifs qui a pour mission la mise en œuvre de la transition écologique et solidaire, pour le faire en résumé. Donc dans cet enjeu, elle n'est pas seule à opérer, et elle a des budgets qui sont fortement réduits et qui sont loin des milliards. C'est quoi le budget de l'ADEME en termes d'opérateurs de recherche de l'ordre de 23 millions pour l'ensemble des thématiques de l'ADEME, donc qui vont des énergies renouvelables à tout ce qui peut être sur les déchets, l'organisation urbaine, les transports. Donc c'est pas énorme par rapport à... C'est assez minime. Je travaille avec vous. C'est assez minime, avec des tickets d'entrée qui sont parfois de l'ordre de 1 million ou 2 millions sur des recherches industrielles, qui peuvent être beaucoup plus modestes pour des recherches
en HSS. Pour revenir sur la question de la programmation et du pilotage de la recherche, donc l'ADEME a aussi, au-delà du pilotage de la recherche, l'ADEME elle fait des recherches pour accompagner des projets de terrain et pour nourrir des projets de terrain. Et c'est son autre volet et son organisation via ces directions régionales qui sont implantées donc, dans toutes les régions de France, y compris dans les dom-toms, pour couvrir l'intégralité des climats du monde, ce qui est une rare spécificité française. Par rapport à ça, on a une stratégie de la recherche qui nous est spécifique, qui est là pour driver grosso modo l'ensemble de nos activités recherche et qui ne se fait pas ex nihilo, mais bien dans un paysage de la recherche et par rapport à d'autres financeurs ou d'autres institutions qui sont d'une part une tutelle à qui nous devons rendre des comptes pour pérenniser nos budgets et d'autre part les autres agences de financement public notamment et qui ont aussi des ajustements qui leur sont dictés par les pouvoirs publics. À côté de cela, on a une expression, et alors ce qui est spécifique à l'ADEME, c'est que la concentration des métiers soit un peu dans la concentration des têtes des agents, donc ils font à la fois de la recherche et à la fois du terrain, et de la diffusion de connaissances, donc ce qui permet d'avoir ce filtre et ce médian entre la demande qu'on peut percevoir et puis les injonctions qu'on peut recevoir de notre côté et les besoins qui se font sentir. Donc cette stratégie de la recherche, on l'avait axée antérieurement. Là, on arrive à un moment où on est en train de la réviser, où on se pose beaucoup de questions par rapport à cette stratégie de recherche, autour de finalement 4 grandes finalités, ou 4 grands objectifs, ou 4 grands indicateurs de la recherche. Le premier étant de produire des connaissances pour éclairer les décisions publiques et notamment répondre à nos tutelles. Le deuxième, c'était de produire des biens et des services pour répondre à nos missions de transition écologique. La troisième, c'était d'accompagner tout ce qui était de la recherche prénormative parce que ça fait partie de nos missions aussi. Prénormative, vous pouvez juste expliciter ce que vous sous-entendez, enfin ce que ça veut dire. Ça va être d'arrêter tout ce qui va permettre de dire par exemple, produire des avis, produire des labels aussi pour étayer la production de labels en termes de connaissances, produire des référentiels, des choses plus concrètes et plus... Qui vous permettent de normaliser, standardiser. Il faut aller par là, c'est efficient, pas efficient, voilà. Et puis le dernier objectif, c'était bien d'articuler, parce qu'on constate quand même une diversification des sources de financement de la recherche, du plus local jusqu'à l'international, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'Agence internationale pour l'énergie, par exemple, ou le niveau européen aussi qui a sa programmation. Et dans tout ce panel, trouver une articulation et une juste articulation pour non pas noyer les chercheurs ou les producteurs de connaissances sous des injonctions contradictoires, mais bien créer un puzzle complémentaire. Aujourd'hui, ça a été énoncé ce matin, l'urgence climatique qui connaît un renouveau, mais aussi la transition de la société vis-à-vis du numérique, vis-à-vis de d'autres sources. On entend de plus en plus parler de sciences citoyennes, où le citoyen devient producteur de données, mais sans forcément être plus partie prenante de la recherche, mais en même temps un maillon important à intégrer dans cette production de données et la capitalisation de ces données. Et puis aussi la conscience citoyenne qui interpelle de plus en plus fait que le rapport science-société devient vraiment au cœur de notre réflexion. Alors, c'est un exercice qui va s'ouvrir, on ne devrait pas dire qu'on va l'ouvrir, mais on va finir par l'ouvrir pour réfléchir à la prochaine réflexion stratégique. Questionnera fondamentalement tout ce paysage et ces mutations qui sont à l'œuvre. En parallèle de ça, on perçoit des signaux faibles ou on perçoit des urgences thématiques.
Et par rapport à ça, c'est quelque chose finalement qu'on a retiré de notre expérience sur l'instruction et l'accompagnement des investissements d'avenir. C'est sur certains sujets, je vous citerai le dernier auquel j'ai fortement contribué, sur réseau énergétique et territoire. Il y a de réelles questions qui se posent sur réseau énergétique et territoire, mais quelles sont ces questions qu'il faut adresser aux chercheurs et comment les faire émerger? Comment les faire émerger? Nous, on part du principe qu'il faut d'abord avoir une réflexion prospective sur quels vont être les possibles. Cet exercice-là est parti d'une hypothèse qui n'est absolument vérifiée par personne, que le mix énergétique est un bien et que c'est la solution qu'il faut porter. Mais c'est une hypothèse. Et on a accepté cette hypothèse en tant qu'hypothèse et on a consolidé un groupe d'experts mêlant à la fois des industriels, des producteurs, des vecteurs de l'énergie, mais aussi des acteurs du territoire, parce que ce sont deux mondes, territoire et énergie, qui ne se parlent pas. Et à travers ces discussions, en repartant d'exemples concrets du terrain, en partant d'acquis de la recherche, en faisant dialoguer ce groupe d'experts en nombre relativement restreint pour pouvoir le fédérer et l'accompagner dans sa réflexion sur si ça lui rend compte, ça fait à peu près 1 an, on arrive à dresser une feuille de route, des questions de recherche, des besoins de démonstration, des besoins de valorisation de communication, des besoins de mise en ordre de données. La question informationnelle est apparue comme cliente sur cette question-là. Donc c'est intéressant, ça veut dire que là, ce sont les agences elles-mêmes, finalement, qui vont définir quels sont les besoins en termes de recherche. C'est le lieu où se construit la programmation de recherche, en tout cas sur ces questions-là. Alors, on ne va pas les définir, on va les faire exprimer. Oui. C'est-à-dire qu'on a parmi nos experts, on a des représentants. Mais c'est le lieu en tout cas, c'est l'espace. Donc les agences pourraient être un espace, donc les agences, donc l'ADEME, les agences pourraient être un espace de confrontation, de concertation entre différents partenaires, d'où émergeraient sur certaines thématiques des feuilles de route plutôt précises. C'est l'expérience de l'ADEME d'une certaine manière. Oui, on l'a fait sur ce sujet-là, on l'a fait sur défis et perspectives pour des villes durables performantes, par exemple, où là aussi il y avait de forts enjeux. Il n'y avait pas, je cite ces exemples-là parce qu'ils ne sont pas forcément, ils ne répondent pas aux commandes et ils ne répondent pas au canon de la méthodologie des feuilles de route et des investissements d'avenir, mais l'expression de besoins qui nous sont venus du terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire comme recherche pour faire de la ville durable et dans quel sens il faut aller? Et les questions, ce qui ressort en termes de questionnement était loin de ce qu'on avait finalement au début en a priori. Et notamment sur la dernière, il y a un défi de pluridisciplinarité et sur les opérations qui se fait extrêmement fort et criant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque membre contributeur de cette feuille de route en devient vraiment un porteur et un lobby, enfin, un militant, quelle que soit sa position, qu'il soit au sein qu'il soit universitaire, puisqu'il y a des scientifiques, qu'il soit au sein d'un opérateur énergétique, ou qu'il soit au sein d'un territoire ou d'une profession, puisqu'on a aussi des professions qui sont représentées. On essaye de diversifier au maximum les acteurs pour diversifier les points de vue et les confronter. D'accord. Donc l'agence, d'une certaine manière, ces agences-là sont aussi des acteurs dans la programmation de la recherche. Et alors le dernier point aujourd'hui sur est-ce qu'il faut ou non programmer la recherche, qui le fait et pourquoi, donc du point de vue du collectif Atécopole, donc qui est vraiment pour le coup très engagé dans ces questions d'urgence climatique, de transition écologique, etc. C'est quoi le positionnement d'un collectif de chercheurs par rapport à ce qui finalement décide de ce qu'on doit chercher? Alors, peut-être pour répondre à la question, enfin avant d'y répondre, tenter d'y répondre, juste resituer un certain nombre de constats qu'on a partagés à l'atelier d'écologie politique et qui, en fait, qui cadrent un petit peu, qui cadrent la recherche qu'on imaginerait pour demain.
Disons qu'on s'est retrouvés, aujourd'hui c'est un collectif de 110 chercheurs à Toulouse de toutes les disciplines, y compris des chercheurs en aéronautique qui ont rejoint le groupe, qui essaime aujourd'hui en France avec un atelier qui s'est particulièrement structuré en région parisienne, mais voilà, il y a d'autres initiatives qui naissent. Et on s'est tous retrouvés sur une forme d'inquiétude sur la situation écologique, sur l'effondrement de la biodiversité, sur le réchauffement climatique, sur la disparition des écosystèmes, et également, disons, d'une forme de hiatus entre l'ampleur des constats, et c'est vrai que quand on se met en commun, et ça a été aussi le rôle, l'objectif au début, c'était de se mettre en commun entre des disciplines qui ne communiquent pas forcément les unes avec les autres, et de voir l'ampleur en fait l'ampleur des connaissances sur la situation écologique, et face à ça, pas grand chose, disons ce développement durable qui a servi davantage à poursuivre la croissance qu'à véritablement régler les problèmes écologiques. On avait aussi tous, je pense, en discutant, un sentiment de perte de sens de notre métier qui était lié à l'atomisation de nos conditions et au fait que c'est une question qui a été évoquée tout à l'heure, mais peut-être pas tout à fait la question n'est pas allée jusqu'au bout, mais en fait du sens de ce qu'on faisait et d'absence de sens qui fait que nos métiers deviennent fortement atomisés, enfin on est individualisé par le fait qu'on ne partage pas d'objectifs communs quasiment, on fait de la science mais pourquoi faire, des moyens pourquoi faire finalement, plus de financement mais pourquoi faire, donc il y avait cette situation d'isolement disons dans notre travail. Et ça a été un moyen de faire collectif justement, de retrouver un collectif, de retrouver du commun, parce on s'est donné cet objectif de réfléchir aux moyens de faire contribuer la science et de remettre en cause éventuellement la science aussi sur la situation, par rapport à la situation écologique. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de constats qui nous regroupent et qui cadrent notre vision de la recherche. C'est ce qui peut être donné comme origine de la crise, disons des bouleversements écologiques, et le mot bouleversement est faible. Ces origines donc, qui sont liées à la compétition, la concurrence, le système de croissance qui a détruit, et aujourd'hui avec la précarisation accrue des personnels de la recherche, on voit bien ça détruit des vies, ça détruit aussi la planète. Donc croissance, également la surenchère technologique, et avec cette critique de la surenchère technologique, c'est-à-dire à chaque problème écologique, en gros on a promis que la solution viendrait de la technologie. Bon, on peut le voir, enfin là depuis les années 70, le développement durable a été une manière de faire croire que la technique et l'économie allaient régler le problème qu'elle créait. Donc on a ces constats qui sont étayés par un grand nombre d'études, et une remise en cause, disons, de la science, et en particulier en voyant que la science, remise en cause, bien sûr, c'est pas une remise en cause de toute la science, mais de certaines dimensions structurelles de la science, en particulier de la compétition qui traverse l'histoire de la science. On parle beaucoup de ces dernières années avec un accroissement effectivement avec l'ordre néolibéral, disons, qui accroît cette compétition, mais on peut retrouver la dimension concurrentielle de la science dès ses origines, au service d'un progrès qui était un progrès qui visait une émancipation vis-à-vis de la nature en partie, et aujourd'hui on aimerait pouvoir revenir à une émancipation avec la nature. Voilà. Juste la compétition, c'est intéressant parce qu'on a inventé un mot dans le domaine scientifique qui est la coopétition. Donc qui est une compétition qui se cache, mais qui est la même chose. Mais comme on n'est pas très bien avec notre éthique, avec cette notion concurrentielle qu'on traîne effectivement depuis peut-être que la science a émergé, on l'a masqué sous un autre vocable, celui de la coopétition. Vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais, mais je vais juste un petit peu développer la critique des sciences, de la science, ou en tout cas les questionnements un petit peu profonds qu'on pose à la pratique scientifique au sein de la Techopole, parce qu'on a une multitude d'activités, et une qui nous structure particulièrement, c'est celle de se retourner un petit peu de manière réflexive sur ce que nous, en tant que chercheurs, chercheuses, scientifiques, personnels de la recherche, on a à voir avec les bouleversements écologiques en cours. Donc bon, il y aurait plein de constats à faire, je vais en prendre très rapidement deux ou trois, à un niveau très direct par exemple, et peut-être un petit peu négligeable, mais quand même c'est important de le pointer du doigt. On a notre impact écologique personnel en tant que chercheur, on a un impact écologique qui est 4 fois supérieur à celui d'un Français moyen par exemple. On prend l'avion énormément parce que ça fait aussi partie des logiques d'évaluation de la recherche que de nous pousser à la mobilité.
il y a quelque chose qui, dans le principe même de la recherche, qui est celui de l'accumulation de connaissances toujours plus poussées et toujours plus techniques, nous impose d'utiliser des technologies toujours plus avancées, de faire tourner des modèles informatiques toujours plus gourmands en énergie, qui font que, voilà, on parlait tout à l'heure des labos de physique, le CERN par exemple, c'est la consommation annuelle de 24 millions d'habitants. Voilà, les laboratoires de biosciences, c'est une consommation astronomique du plastique mondial. Donc notre activité même de recherche, alors même qu'on documente les dégradations terribles qui sont causées au système Terre, une partie de notre activité va un petit peu à l'encontre de ça. Et encore, là je dirais que c'est presque la face la plus lisible et la moins intéressante, puisque on peut pousser la critique dans un peu plus profondément et observer que, objectivement, dans les facteurs dont parlait Steve, qui sont un petit peu aux origines des bouleversements écologiques, la science est sinon motrice, au moins largement accompagnatrice des développements de l'agriculture industrielle, des développements de l'hypermobilité, des développements aujourd'hui du numérique. Alors, quand on parle on a écrit une tribune récemment sur les orientations de la recherche proposées par le CNRS, qui sont à la fois la lutte contre les changements climatiques et à la fois le développement du numérique, et on s'est posé la question de savoir si c'était pas nous demander d'être des pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances sur les effets du développement numérique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est catastrophique en termes environnemental, en termes d'énergie, en termes d'utilisation des ressources, d'extractivisme, de modalités des ressources. Donc d'une certaine manière, il faudrait réguler les programmes de recherche alors. Et du coup j'y viens, parce que c'est vrai qu'on peut les griefs, peut-être développer pendant un petit moment, mais on y reviendra peut-être. Donc oui, donc on se dit, on est un petit peu frappé de notre point de vue de la Techopole quand on entend parler de liberté totale pour la recherche ou d'augmentation des moyens, quand on dit par ailleurs ce qu'on fait avec nos moyens, nos libertés, des fois c'est pas terrible. Et pour revenir sur ce qu'a dit Madame Partout, je crois, effectivement le fait qu'on soit des hyper spécialistes dans certains domaines et donc de fait des hyper ignorants dans plein d'autres domaines fait qu'on n'est peut-être pas forcément les plus adaptés pour imaginer, comprendre, connaître les impacts futurs des technologies qu'on développe, ou en tout cas des réflexions communes. Donc de ce point de vue-là, on serait plutôt favorable à la Techopole, à des moyens de régulation, alors pas des contraintes, parce que ça, effectivement ça pose tout un tas de problèmes, mais des moyens de régulation citoyens sans doute, même si on est obligé de pointer du doigt une question qui est de dire vouloir une régulation citoyenne, c'est faire l'hypothèse que de la sagesse des foules naîtrait automatiquement une forme de... On va vouloir développer le numérique. Voilà, donc disons que si les citoyens veulent pouvoir continuer à regarder des séries en extra haute définition dans des avions qui volent à la vitesse de la lumière, on va avoir un problème d'un point de vue écologique. Donc voilà un petit peu la manière dont on déroule la régulation. C'est une vision un peu particulière, du coup, elle s'articulerait d'une certaine manière par rapport à des contraintes écologiques, donc ce n'est pas des contraintes politiques ou la contrainte de la demande sociétale d'une certaine manière. La contrainte que vous évoquez, c'est une contrainte par rapport à un bilan sur une situation écologique. Oui, mais enfin, en le présentant comme ça voudrait dire qu'on est un petit peu en surplomb, et nous, scientifiques, on dit qu'il y a cet impératif-là, qui est l'impératif écologique, et on vous demande donc de nous suivre. Je crois que c'est pas la perspective, et c'est ce que voulait dire Guillaume avec ce principe de... non, c'est remettre cette décision-là aux citoyens. Nous, on a notre avis, on le donnera, on le donne, mais maintenant, c'est pas nous de décider, c'est pas l'environnement scientifique. Voilà, pas une surtocratie. Voilà, non. Oui, Madame Buffet voulait rebondir sur la... Oui, parce qu'on parle des citoyens et des citoyennes. Et on dit on doit tenir leur avis, etc. Mais il y a aussi un travail d'éducation populaire qui doit se faire. Parce que moi, mon plus beau souvenir de temps, c'est le référendum de 2005. Où on part sur un référendum, sur un projet de traité constitutionnel, déjà pour le lire, il fallait se lever tôt le matin, et où tous les médias sont unanimes pour dire qu'il faut voter, et puis les gens vont rien comprendre comment il faut voter. On vous dit qu'il faut voter. Et il a fallu que, à l'époque, des partis qui étaient encore des partis de masse, qui ne sont plus aujourd'hui, des syndicats qui étaient encore des syndicats de masse, qui ne sont plus aujourd'hui, fassent un travail d'éducation populaire, article par article, on l'a fait, pour que les gens se saisissent du dossier et ensuite soient des compétents
compétents face à tout ce que pouvaient déverser les médias, etc. Ils ont acquis une compétence pendant ces mois-là. Et quand à un moment on a senti que l'opinion pouvait se retourner tellement il y avait consensus dans les forces politiques pour le oui, ils ont tenu parce qu'ils étaient informés, parce qu'ils étaient en compétence sur le projet de traité constitutionnel. Donc un savoir émancipateur. Voilà, c'est parce que la voie populaire comme ça, vous prenez l'exemple, vous peut-être vous réclamez plus de numérique, donc il faut accompagner cela d'un travail, ce qu'on appelait dans le temps l'éducation populaire, qui était un très beau terme, mais je pense qu'il faut revenir aussi à cela, sinon on n'arrivera pas à avoir cette intervention citoyenne. Donc si on veut coupler d'une certaine manière l'intervention citoyenne, ça va forcément s'accompagner d'une éducation citoyenne aux sciences, qui est un problème aujourd'hui beaucoup sur la place publique, d'illittératie, enfin de problèmes d'accès finalement au savoir scientifique, de réception des savoirs scientifiques, de façon à ce qu'il y ait une espèce de continuum entre les préoccupations des chercheurs et celles des citoyens. C'est un peu ça. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais bon, c'est difficile d'amener les citoyens à la science, mais on essaye. Je crois que c'est une dimension qui apparaît peu dans les lois, mais c'est très peu dans quelques petits paragraphes, dans les projets de loi, dans les rapports. C'est la dimension de diffusion de nos connaissances scientifiques. On a une masse de connaissances déjà. Peut-être qu'avant de continuer d'accroître ces connaissances, mais diffusons-les et mettons du temps et des moyens pour les diffuser. D'accord. Oui. Et oui, ce qu'on trouve très important, une dimension qui est souvent, on met un petit peu un voile pudique dessus quand on parle de programmation de la recherche, on parle d'être utile, de bien commun, d'avoir une vision de la recherche, d'avoir de la recherche qui réussit, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est-à-dire, en fait, on parle de valeurs, de choix, de société, de choix politiques, et finalement, ils sont toujours un petit peu mis de côté. La question qu'on aimerait pouvoir mettre sur la table, c'est de dire, bon, mais si on parle de la recherche, ok, la recherche pour le bien commun, pour l'intérêt général, on est tous d'accord, mais qu'est-ce que c'est cet intérêt général ? Faisons un inventaire de collectifs et citoyens, de ce qu'on veut, quel est le monde de demain qu'on veut, un monde avec des caméras de surveillance, ou pas. Ouais. Kevin, on va peut-être faire aussi la transition sur la question finalement du sens du métier de chercheur, enfin même de l'activité, puisque c'est pas forcément acquérir encore plus de données. Il y en a suffisamment qui ne sont pas exploitées, ou il y a plus de sciences faites déjà non exploitées que de sciences non faites d'une certaine manière, et plutôt essayer de faire en sorte que cette science soit plus valorisée pour le coup au sein de la société civile. Donc oui, Kevin. Ouais, non, c'est juste parce que là on touche le sujet vraiment épineux de savoir comment on fait émerger la définition du bien commun. Si on est d'accord sur le constat qu'il faut mettre la science au service du bien commun, comment on fait émerger ça? Et c'est pour ça que finalement dans nos propositions à Sciences Citoyennes, ce dispositif des conventions de citoyens, il est vraiment au cœur de ce qu'on propose, parce que après avoir fait un examen critique de beaucoup de dispositifs de participation citoyenne, et ben c'est celui qui nous semble être le plus prometteur. On pourrait faire un référendum, demander à tout le monde son avis de la population. Si ça ne va pas avec une démarche d'éducation, on ne sait pas quel résultat on va obtenir. C'est pour ça que un excellent résultat. Il y a des études qui ont montré que quand les gens ne savent pas de quoi ils parlent, la sagesse des foules fait qu'il y a des résultats meilleurs parce qu'il n'y a pas de biais qui sont imposés. Si les gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais on peut essayer. Absolument. Ils ont aussi sujet à des d'influence. Mais on peut expliciter les biais par ce travail de couplage entre l'éducation et la production d'une programmation. Donc, une démarche type convention de citoyens qui va avec une formation contradictoire pour là amener des citoyens à un niveau de connaissance également sur le fonctionnement des sciences. Et les exemples par le passé, il y a une des premières conventions de citoyens qui était sur la question climatique, a montré que des citoyens pouvaient finalement opter vers des propositions qui allaient dans le sens d'un bien commun, même à l'encontre de leurs intérêts personnels. Donc il y a vraiment ce dispositif qui est au cœur de notre proposition parce qu'on pense que c'est une des choses les plus prometteuses pour définir ce... Oui, et puis après on essaiera de passer sur le sens du métier. Moi je voulais juste faire une incise à ce que Marie-Georges Buffet a fait, parce que pour moi aussi 2005 ça a été un moment extraordinaire d'intelligence collective. On partait de très bas, et moi j'y comprends rien, donc je fais partie des gens qui on est arrivés, on pouvait discuter sur des points extraordinaires. Et ça a pris quand même, ça a duré 6-7 mois, nos discussions plus, je sais pas, on n'arrêtait pas, on se rencontrait tous les soirs dans le bistrot, pour discuter de tout ça, enfin ça a été extraordinaire. Et en fait,
je prendrai une phrase de Pierre Calfa, le fait qu'un choix soit fait plutôt qu'un autre, c'est tout n'est jamais indépendant des rapports sociaux. Donc il faut quand même qu'on repolitise ces questions ici. On ne peut pas dire on a assez de données, ça. Je voulais dire une autre chose, et je suis très, très embêtée parce que étant scientifique dans le domaine dont on parle et étant comme spécialiste généraliste, et j'ai fait de l'interdisciplinarité depuis des années, donc je suis un petit peu ennuyée, comme je vous dis, j'ai l'âge aussi. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres sciences dont on parle, parce que ça aurait été... Mais par exemple, pour les questions techniques, je travaille dans un laboratoire qui travaille sur la biodiversité. Ça fait 20 ans qu'on discute justement de désimperméabiliser, des services rendus à la nature, qu'il ne faut pas faire ceci, cela. Ce n'est pas des solutions techniques. Mais on a besoin de recherches très importantes, par exemple, pour savoir quel conglomérat de plantes il faut mettre ensemble pour que ça ne donne pas des catastrophes écologiques. Parce que utiliser la nature, enfin mettre en œuvre des solutions... Donc il y a besoin de savoir. Il y a besoin de savoir, et on en a besoin énorme. C'est invraisemblable, parce qu'on peut faire des catastrophes avec de la nature. Donc voilà, on peut ne pas être écologique. Voilà. Donc sur la question du métier de chercheur, et donc il n'est pas limité finalement potentiellement à la production de savoir, on rebondira, mais peut-être justement, Kevin, comme tu avais pris la parole, comment on peut imaginer finalement une évolution du métier de chercheur aujourd'hui au XXIe siècle? Mais je trouve que là, les discussions qu'on a eues avec la première table ronde et la deuxième, elles sont hyper illustratives du fait qu'on a chez toutes les générations une perte de sens du métier de chercheur, parce qu'on n'a pas l'impression que ce qu'on fait, de tous les métiers de la recherche, on a l'impression que tout le travail qu'on fait ne va pas vers ce de quoi on se baignait d'illusion peut-être en rentrant dans cette carrière. Et donc une des propositions, c'est vraiment de réintégrer la notion d'intérêt général au cœur du métier de chercheur. Donc on l'a vu en fait, quand on n'a pas, parce qu'on n'est pas dans un système qui encourage à faire de nous des personnes, des chercheuses, des chercheurs qui vont regarder au-delà de leur simple objet de recherche. On sait qu'on a un système de recherche qui sélectionne des hyper spécialistes et qui va favoriser des personnes qui seront au plus près de leur objet d'étude et qui ne vont pas forcément prendre le temps de se poser des questions. Et donc cette perte de sens, on le voit quelque part avec la création de nouveaux collectifs, type Labo 1.5, Ticatecopole, qui sont des espaces pour re-questionner plus largement des objets scientifiques, les faire entrer en débat avec la société, se dire bon ben voilà, je suis chercheur dans le numérique et finalement plutôt que de passer 100% de mon temps à regarder mes codes informatiques, je me pose la question, je vais porter le débat au sein de ma communauté et en dehors pour savoir si ce que je fais va dans le sens de ce qui est souhaitable à l'échelle de la société. Et donc, ce devoir, finalement, c'est quelque chose qu'on aimerait voir marqué dans le code de la recherche, dans les devoirs des métiers de la recherche, celui un devoir de mise en débat et d'alerte, à la fois au sein de la communauté scientifique, mais également en dehors. De mise en débat de tous les aspects techniques, scientifiques, mais aussi économiques, environnementaux, sociaux, culturels des objets d'étude. Quand on pense, si on prend des sujets de recherche hyper controversés comme ceux de la manipulation génétique, la manipulation du climat, avec ce qui nous peut emmener sur des questions de géo-ingénierie, là on voit bien que des objets de recherche dépassent largement les enjeux de ces recherches, dépassent largement les seuls chercheurs et qu'il faut qu'il y ait un débat plus large. Et donc c'est au monde de la recherche de faire cet effort, de mettre sur la table, en débat, ces questions. Or, on n'y est pas encouragé pour l'instant. Certains collectifs se montrent pour le faire, mais il faut que ce soit institutionnalisé, il faut que ce soit reconnu comme un des devoirs des travailleurs de la recherche. Ce matin, on discutait beaucoup de la notion du temps, puisque c'est un petit peu la monnaie finalement au sein
de l'écologie du chercheur, il a beaucoup de choses à faire, trop de choses à faire, et il n'a pas le temps. À tel point que ça peut en fait nuire à la qualité de son travail et donc le mettre dans des situations aussi de mal-être par rapport au métier de son chercheur. Et là, en disant, je lui rajoute finalement une mission supplémentaire, qui est celle de la diffusion des savoirs, de la mise en débat des savoirs, en essayant en plus de le faire d'une façon interdisciplinaire, inscrite dans un champ éthique, social, etc., ça va d'une certaine manière créer une charge supplémentaire sur le chercheur. Et il va dire, je ne vais pas avoir le temps de faire de la recherche, ou de faire de l'enseignement, ou de faire... voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut l'institutionnaliser, pour que ça fasse en sorte que ça ne repose pas simplement sur du volontarisme individuel, et que ce soit reconnu dans les carrières, et que ce soit institutionnalisé. Pour que ce temps, on puisse le dégager, et que l'institution le reconnaisse comme faisant partie de mission, et comme un temps qui est utile et indispensable dans les missions des chercheurs. Et donc là, ce ne serait pas justement le travail des syndicats, justement, d'essayer de redéfinir par rapport à l'employeur les missions du chercheur aujourd'hui, en essayant justement de valoriser davantage ces autres missions qui sont du transfert de la connaissance, de la mise en débat public. On le fait depuis très longtemps. Moi-même, je suis journaliste scientifique depuis 20 ans maintenant. Donc, on ne m'a jamais interdit de le faire. Oui, mais institutionnellement. Institutionnellement, on a été su. Oui, non, mais comment institutionnellement on valorise? On est en train de le faire, mais il ne faut pas demander à tout le monde de se mettre à faire la communication. Il y en a, ils vont mieux qui fistèlent. Certes, mais ça, c'est une trajectoire individuelle. On y travaille, on le demande pour que ce soit dans les critères d'évaluation. Mais au CNRS, c'est particulier. On a le Comité national de la recherche scientifique, où les dossiers de chercheurs sont regardés, pas pour donner une bonne note ou une mauvaise note, mais pour voir si les recherches se font peuvent se faire correctement, s'il n'y a pas de problème, si au contraire il y a... Donc c'est tous les 2 ans on est évalué à la longueur de temps. Les chercheurs sont évalués tous les 2 ans et maintenant les structures sont évaluées tous les 5 ans. Plus toutes les nouvelles évaluations qu'on a faites, et puis pour l'ANR, et puis pour ceci, quand on fait un papier dans un journal anglo-saxon, c'est 90% de rejet, il faut quand même le savoir. Donc l'évaluation, ça va, on connaît. Donc effectivement, nous, on demande en tant que chercheurs que les différents, en étant syndicalistes, on a des heures qui sont, je ne sais pas si vous... Oui, mais par exemple, est-ce que si je passe mon temps à écrire des tribunes pour alerter sur l'urgence climatique et la nécessité de repenser notre métier, est-ce que ça, je peux le valoriser en tant que chercheur auprès de mon institution? Le problème avec la restriction. Avec la restriction du chercheur, la question de l'engagement, du partage c'est pas dans le code de la recherche. Ça fait partie. C'est pas dans le code de la recherche. C'est pas dans le code de la recherche. Non, la transfert de savoir. Ouais, c'est vraiment inscrit dans un sens très descendant. C'est le transfert de connaissances, très descendant. Et on ne parle pas de mise en débat dans le code de la recherche. Ceci étant dit, si vous voulez le faire, il n'y a personne qui va vous interdire. Donc, oui, mais ça, c'est un autre aspect. Donc c'est ce qu'on disait, comment on institutionnalise et valorise cette activité. Donc c'est ce qu'on demande pour nos évaluations. Dans nos évaluations, c'est fait. On a un certain nombre de critères sur lesquels... ensuite, on a des sections interdisciplinaires maintenant, où on en a 5, où les chercheurs sont obligatoirement, ont plusieurs compétences dans différents domaines. Et évidemment, ils ne seront pas le meilleur dans... Madame Buffet, vous voulez rebondir mais c'est des choses qu'on demande. Et qu'on voit, mais s'il y a très peu de chercheurs, s'il y a très peu d'emplois... Moi, je mesure l'importance des passeurs scientifiques, c'est-à-dire le journalisme scientifique, etc., les associations. Mais là, si j'ai bien compris, on est sur l'idée de devoir d'alerte. C'est-à-dire, par rapport aux recherches qui sont effectuées, qu'on vous demande d'effectuer ou que vous avez décidé d'effectuer, à un moment donné, vous estimez qu'il y a un risque par rapport à l'intérêt général, etc. Alors, si on inscrit ce devoir d'alerte dans le code de la recherche en tant que tel, ça a des contreparties aussi. C'est un devoir, donc si ce devoir n'est pas rempli, le chercheur ou la chercheuse qui n'a pas rempli ce devoir
Voilà, et c'est lui qui est responsable. Donc il faut aller jusqu'au bout. Si on l'inscrit dans le code de la recherche, c'est un devoir. Et donc il y aura automatiquement des contreparties par rapport aux responsabilités de la personne qui n'aurait pas effectué son devoir d'analyse. Donc voilà, il faut couler tout ça. Donc il faut faire attention au revers de la médaille. On va passer sur la question des partenariats. Oui, et je te donne justement la parole, parce que comme ça tu pourras enchaîner sur la question des partenariats, qui revient en fait, c'est une extension de la question du sens du métier de chercheur, avec qui il travaille finalement. Oui, donc Isabelle. Oui, je vais juste commencer par revenir sur le fait que Sud Recherche, bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, soutient, pense que c'est indispensable que les missions et les statuts des personnels de recherche relèvent du service public, que les postes à tous les niveaux sont des postes de fonctionnaires statutaires pour tous les personnels et que le financement de la recherche se fasse de façon majoritaire par un financement récurrent au laboratoire pour assurer la continuité, etc. Et à Sud, on alerte aussi sur les conditions de précarité qui sont une catastrophe pour les personnes et puis même pour la recherche à plus long terme. Et donc après, pour revenir sur ces discussions, donc peut-être dire, ça a été évoqué dans l'évaluation, effectivement, donc il y a les différentes missions des chercheurs qui sont prises en compte dans une évaluation, mais actuellement, cette évaluation, elle est quand même de plus en plus, c'est une évaluation sanction qui va aussi souvent accorder un certain poids aux indicateurs quantitatifs dont on a parlé tout à l'heure. À l'INRA, c'est fait comme ça, on a différents domaines, on peut contribuer dans tous les domaines, mais quand même on vérifie d'abord si on a publié suffisamment dans les revues de rang A, de facteur là-bas. Si c'est le cas, après on regarde si en plus on a diffusé, communiqué, enseigné, c'est un plus, mais si ça manque, de toute façon, ça sera problématique. Donc on est actuellement quand même dans une évaluation hiérarchique qui est aussi parfois fait un peu à la chaîne et qui est fait par des comités scientifiques qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des personnels de recherche, qui n'est pas neutre non plus, donc il va dépendre des thématiques de recherche. Il y a des disciplines qui ont plus d'influence que d'autres, et par des personnes qui ont des positions différentes dans la hiérarchie, qui sont aussi pas toujours équilibrées en termes de genre. Donc l'évaluation actuelle, pour moi, elle est quand même loin d'être parfaite, et donc ce qu'on demande, nous, c'est une évaluation conseil, qui porte sur les travaux, les activités, et pas sur les personnes, et donc déconnectée des sanctions, etc. Et donc qui prendrait en compte beaucoup mieux les recherches à visée sociétale et la diversité des activités. Et par ailleurs, pour revenir sur cet aspect transfert, donc éducation populaire, le besoin de transmettre des connaissances dans la société, donc il y a ça clairement, mais on peut voir quand même les choses de manière un peu différente. Donc mettre en débat, c'est pas forcément aussi top-down que l'approche transfert classique, on peut aussi reconnaître une pluralité des savoirs, et qu'au lieu d'aller uniquement, de se mettre uniquement dans la position où les sachants sont les scientifiques et le reste de la société vont être des apprenants, vraiment penser qu'il y a un partage des connaissances et que les citoyens dans leur ensemble, qu'ils soient au sein d'associations ou de collectifs, ils sont porteurs de connaissances et qu'ils peuvent donc participer à la production des connaissances à travers peut-être de la recherche participative. On pourra y revenir. Et je sais plus. Mais parce que ça fait la transition. Justement, est-ce que les citoyens peuvent participer à la recherche? C'était dans l'axe finalement des partenariats. Est-ce que les citoyens sont des partenaires des chercheurs pour produire du savoir, pour définir les besoins en savoir? On a parlé tout à l'heure. Qui c'est qui finalement est le partenaire de cette communauté scientifique pour travailler avec elle à l'ensemble des étapes, la définition du programme, les enjeux, les méthodes,
de la production de données, etc. Et je vais peut-être me tourner vers Mme Grenier, puisque vous avez une expérience dans justement les partenariats entre différents types d'acteurs du monde de la recherche. Oui, on a beaucoup d'expérience dans les partenariats parce que d'abord, on a des questions de recherche qui se tournent justement vers différentes formes de partenariat. Je vois celle à laquelle vous faites référence, qui est le dispositif CO3 de recherche participative qu'on a mis en place relativement récemment, mais c'est pas si récent que ça finalement, puisque la réflexion a émergé. Notre souci dans la mise en œuvre de ce dispositif de recherche participative, c'est parti d'une réflexion sur justement la recherche appliquée et la recherche action et comment ça fait un peu le lien avec ce qu'on a le débat précédent sur le métier du chercheur. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se voient le jour et notamment via les véhicules financiers qui sont proposés, notamment les appels à projets qui font des injonctions très fortes sur de la pluridisciplinarité, sur l'application d'entreprises. On a vu se constituer de nouveaux métiers, de facilitateurs de projets, de monteurs qui sont très performants au sens de rafler les budgets. On en a parlé ce matin. Oui. Voilà. Et ça, ce sont des nouveaux métiers qui apparaissent, mais il y a aussi des passeurs en termes de passeurs de savoir et de passeurs de questions qui remontent. Et dans ce rapport, comment passer et comment raccourcir finalement le circuit entre la recherche et l'action. On est parti un peu en tâtonnant de façon réflexive, donc avec un projet de recherche pour retourner sur des expériences de recherche participative qui avaient été faites. Et finalement, on a mis en place un dispositif, donc CO3, co-construction des connaissances pour une transition écologique et solidaire, dont on est au deuxième appel à projet. Donc on revient sur des modalités classiques de financement. On fait un petit disclaimer, la science citoyenne est porteur aussi, est opérateur d'une certaine manière de ce dispositif. Oui, c'est où pour remporter notre marché pour assurer l'animation et le secrétariat d'un certain nombre d'instances au sein de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui est parti finalement de la volonté de fédérer un collectif de bailleurs de la recherche, mais pas que des bailleurs privés, puisqu'il y a 4 fondations plus nous, l'ADEME. Donc la Fondation de France, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, et Agropolis Fondation, merci. Et Agropolis Fondation, qui nous a obligés à réfléchir justement sur comment nous on finance, on instruit, on partage, on accompagne la recherche participative et quel intérêt on peut y trouver à la fois dans le renouvellement des questions, parce que finalement cette demande sociale auquel tout le monde se confronte, on dit il faut que la recherche réponde à la demande sociale, ou il faut que la demande sociale mette en œuvre les réflexions de la recherche, mais comment on crée ce lien, si ce n'est le plus tôt possible, dans la réflexion même des projets. Donc on apprend en marchant, c'est véritablement un dispositif expérimental qui se donne les moyens qui essaye de se donner les moyens d'avoir une dimension réflexive tout au long du processus, que ce soit au sein de la communauté des bailleurs, mais aussi des porteurs de projets. On impose à chaque déposant un coportage entre des représentants institutionnels de la recherche et des représentants de la société civile, quelle que soit leur nature. On impose qu'ils soient forcément tournés vers l'intérêt général. C'est un critère clé, ce qui veut dire que 100% de la recherche doit être publique à la fin. Et puis on impose un accompagnement par un tiers veilleur qui est là à la fois pour aider à monter les projets, mais aussi pour avoir cette dimension réflexive au sein même du projet sur la démarche elle-même, et c'est ce que peut apporter la confrontation des savoirs, à la fois dans la maturation du projet et dans sa réalisation.
qu'il y a autant de projets. Il y a des projets qu'on dit émergents, donc on va accompagner des projets à se constituer. Ce qui pose beaucoup aussi de questions sur l'appréciation de ces projets émergents, notamment quand ils émanent de la société civile de façon très amont, puisqu'on cherche à les accompagner, à les monter en compétences, mais finalement on les fait juger par des experts scientifiques qui ne vont pas trouver forcément la qualité scientifique attendue d'un projet de recherche, et ça pose beaucoup aussi. Ça pose la question de l'évaluation aussi, c'est-à-dire comment l'évaluation s'adapte aussi au type de savoir qui est produit, au type de projet. Et comment on évalue différemment différents savoirs au sein d'un même dispositif. Donc, les projets émergents sont tout accompagnés sur un an avec une enveloppe forfaitaire de 15 000 €. Et on accompagne aussi des projets qu'on appelle consolidés par défaut, qui sont tout simplement des projets de recherche participative à hauteur de 150 000 € au maximum sur 3 ans. On en est au deuxième jet de l'appel à projet. On attendait la première année, on s'est dit on va faire un appel à projet pour avoir quelques exemples de grains à moudre. On l'a lancé au mois de juin pour une récolte en septembre. On a eu 90 projets. On s'est dit, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et puis cette année, donc il y a une demande. Il y a une forte demande. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement dans toute cette phase de dépôt, j'étais l'interface de tous ces déposants et de tout le dynamisme et l'effervescence qu'il peut y avoir sur les territoires. Ou dans les universités, même des collectifs qui se créent, des structures qui se créent excessivement intéressantes dans ces entre-deux, entre recherche et action. Donc il y a de plus en plus de modalités de la recherche et qui cherchent justement des cadres de financement, d'accompagnement pour émerger. Et qui saisissaient cette opportunité en disant mais même si on ne va pas jusqu'au bout du dépôt du dossier, ça nous permet, nous, enfin, de trouver un cadre, de trouver des garde-fous et une légitimité et de nous mettre en visibilité vis-à-vis un écosystème local ou plus national ou institutionnel, parce qu'on a aussi des gens au sein de leur institution qui ont du mal à faire reconnaître ces nouvelles modalités de recherche. Enfin nouvelles, elles ne sont pas si nouvelles que ça, elles sont toujours nouvelles. Et en amont, comment asseoir cette légitimité-là, ce qui est au cœur aussi de notre réflexion. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on va leur donner une enveloppe et leur donner un logo à mettre, au sein de la communauté scientifique. Mais au sein de la communauté scientifique et dans la pérennité. Nous, pour l'instant, on a des moyens très très limités là-dessus, mais la question des publications et de la reconnaissance se pose de façon criante sur comment on publie, où on publie, comment on garde toujours cet équilibre en avançant sur deux pieds de la recherche, de l'action, en mêlant les savoirs. À Techopole, vous avez réfléchi justement à d'autres modalités d'action de recherche, de projets de recherche par rapport aux critiques que vous pouvez faire sur les projets actuels, enfin l'écosystème actuel de la recherche. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres modalités de recherche et comment vous interagissez ou comment vous souhaiteriez interagir avec différents types de partenaires de la société civile? Alors pas Total, on imagine, mais d'autres acteurs. Alors, en fait, tout dépend aussi on revient à cette question du sens et de l'objectif qu'on se donne. Donc voilà, ce cadrage citoyen. Mais si Total décide d'aller dans le sens qui est celui qui serait le résultat de la convention citoyenne, d'une convention citoyenne par exemple, il n'y aurait pas de raison qu'on ne s'y associe pas. Donc, il faudrait voir la sincérité, bien évidemment, qu'il y a là derrière. Et je repensais simplement à ce rapport de 1972 du Club de Rome. Je m'éloigne un peu, mais on va y revenir parce que... oui, c'est moi. Voilà, mais il y a une évaluation, il y a tout un chapitre sur les innovations technologiques face au changement global, les innovations technologiques qui pourraient avoir lieu. Le rapport est prudent, mais il préconise, et ça pourrait être encore aujourd'hui le rôle de la recherche, et en partie notre rôle, mais aussi un rôle social plus général. Donc il disait qu'il fallait soumettre les innovations nouvelles qui prétendraient venir à bout de la limite des ressources, enfin vous voyez, toutes ces limites qui avaient été données par le Club de Rome en 1972. Donc quels seraient les effets collatéraux induits, physiques et sociaux, induits par cette innovation?
Donc, je sais pas, j'ai la 5G en tête, hein, mais il n'y a pas eu ce débat. Elle est aujourd'hui en train d'être mise en œuvre, cette 5G. On n'a pas eu ces débats sur les effets collatéraux éventuels de cette innovation, de cette nouvelle technologie. Donc, quels changements sociaux seraient nécessaires? C'est pas sociétaux, hein, ce mot à la mode aujourd'hui, c'est bien sociaux. Et si les limites naturelles sont repoussées par cette nouvelle technologie, là, on pourrait penser au nucléaire, mais pour l'époque, c'était un petit peu ça. Quelles limites pourraient apparaître ensuite? Le nucléaire était particulièrement commenté dans le rapport. Voilà. Enfin, donc c'est-à-dire en 72 déjà, la question du savoir produit et de son inscription dans la problématique du climat était déjà posée. Voilà, climat, pollution, limite de l'alimentation, enfin des ressources alimentaires, tout était posé. Il y avait une idée, alors c'est un partenariat un peu étrange, mais on pourrait avoir ce rôle de scientifique quand même, d'évaluation environnementale et sociale des nouvelles technologies. Et un autre élément qui émerge dans la réflexion de la Techopole et qui amène un autre élément dans la réflexion de Sciences citoyennes, c'est l'importance du développement scientifique avec les citoyens, mais localement. Avec toujours l'idée que, d'un point de vue écologique, les déploiements de technologies homogènes et globaux risquent toujours de poser un problème. Que la réflexion autour de la technologie appropriée, il n'y a pas une technologie appropriée dans l'absolu. Il y a des technologies appropriées pour des systèmes territoriaux, sociaux, culturels particuliers, et que si d'aventure on devait se retrouver avec un copilotage de la recherche par des assemblées citoyennes, il nous semblerait intéressant que ces assemblées citoyennes aient un ancrage local avec des chercheurs qui aient également un ancrage local qui reste les pieds dans la terre. D'accord. On va conclure, peut-être Kevin, le mot de la fin, on va conclure, il va falloir libérer la salle. Mais on a un débat après, donc on va pouvoir y revenir. Donc Kevin, juste le mot de la fin, puis après on fera un débat avec la salle. Oui, non, très rapidement, sur cette dernière question qui nous anime, avec qui construire des connaissances. Donc on a parlé de recherche participative qui est bien sûr quelque chose qui nous pousse depuis très longtemps à Sciences citoyennes. Et moi je voudrais juste ajouter que cette question de la recherche participative, au-delà des savoirs qu'elle est capable d'amener, elle peut être également une réponse à cette question des indicateurs de recherche, du suivi des projets de recherche. Dans certains cas de projets de recherche, quand dans mon domaine qui est celui de la recherche sur le VIH, quand on a des partenariats avec des associations de malades qui sont des partenariats dont les deux parties sont extrêmement satisfaits et que ces partenariats durent sur 20 ans bientôt maintenant, là on a quelque chose qui nous dit, enfin on a un indicateur sur le suivi de ce projet de recherche. On a un projet de recherche qui intéresse la société civile, qui intéresse les métiers de la recherche et qui gagne sur les deux tableaux, et donc ça ce serait peut-être quelque chose à faire rentrer dans les questions de suivi des programmes de recherche. Merci. On va prendre des questions. Donc on a un quart d'heure encore, parce qu'après ils vont nous mettre dehors. Oui, madame. Je suis désolée, j'ai posé une question qui n'a peut-être pas grand-chose à voir pour l'instant avec le cadre des débats. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Ah oui, bien sûr. Je travaille pour un député, donc je suis collaboratrice, et nous on essaye de travailler sur la reconnaissance du tiers secteur de la recherche. C'est pour ça que du coup je pose cette question-là, je profite que vous soyez tous là. Est-ce que vous pensez que dans la lignée, par exemple, la labellisation des tiers-lieux, la labellisation par exemple sur les bonnes pratiques du handicap, etc., est-ce que l'idée de labelliser, par exemple, des pratiques dans le tiers secteur de la recherche, ça pourrait permettre une meilleure reconnaissance et du coup d'allouer des budgets dédiés? Est-ce que voilà, c'est juste pour... Qui veut répondre, Kevin? Ouais. C'est une des préconisations qu'on fait d'ailleurs, d'avoir des lignes budgétaires dédiées à des tiers-lieux scientifiques, type boutique de sciences ou autres. C'est une des façons en plus de réduire un peu la distance qu'on a entre le monde de la recherche et la société civile qui participe à cette défiance qu'on a entre ces deux milieux. Et c'est également une façon de territorialiser peut-être des activités de recherche. Ainsi, chaque université avait sa boutique de sciences qui serait ouverte pour répondre à des questions locales portées par la société civile non marchande, parce que la société civile marchande a plein d'autres guichets. Ce serait une façon là aussi d'ancrer territorialement les connaissances. Du coup, dans votre analyse, c'est plutôt de remettre au goût du jour les boutiques de sciences. Effectivement, ça marche très bien dans notre pays. Donc peut-être s'appuyer sur ce réseau-là et développer des antennes dans les universités. Oui, c'est une des préconisations. Et comment on valide la qualité de la recherche, comment
comment on évalue qu'il y a effectivement une bonne méthodologie de recherche, etc. L'évaluation de la production ou du transfert de connaissances des boutiques de sciences. Ouais. Là, encore une fois, cette question du suivi, de l'évaluation de la recherche, on a eu le débat sur la première table ronde, elle n'est pas simple. Elle n'est pas facile. Si on donne des réponses simples, on arrive sur des critères bibliométriques complètement dévoyés. Elle n'est pas simple. Et là, il y a vraiment un débat à avoir aussi plus largement, et pas que dans le monde académique. Savoir, quand on ouvre des tiers-lieux comme ça qui répondent à des besoins des deux côtés, du côté de la société civile, du côté des chercheurs, qu'est-ce qu'on entend comme critère de réussite? Et là, je pense que c'est quelque chose à définir conjointement. Okay. Et du coup, oui, on fait tourner. Justement, j'allais lui donner la parole. Oui, non, au travers du dispositif CO3, on voit apparaître, alors pas forcément que des boutiques de sciences, j'ai toujours eu un petit peu de mal à me représenter réellement une boutique de sciences, mais il y a plein de formes, notamment des formes associatives, ou c'est souvent des formes associatives, des lieux où soit ils partent d'une problématique vraiment micro-locale de terrain, soit ils partent d'un collectif de chercheurs qui va se constituer. Et ils vont essayer de faire ce lien et de fédérer localement. Et on a vu dans CO3 apparaître cette année tout un ensemble de choses autour de la mise en œuvre de la transition écologique. C'est pas forcément de la recherche. La question de la recherche et de la scientificité de la recherche par rapport à ça, elle est fondamentale. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut vraiment dynamiser des solutions locales, ou est-ce qu'on veut dynamiser de la recherche ancrée localement et répondant à des besoins locaux, auquel, à ce titre-là, un label, ça peut très bien marcher, mais c'est un petit peu la solution du pauvre. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent à donner, on donne une étiquette, on donne un label, un bon point, et voilà. Donc et un label, ça doit répondre à des critères, ça doit se construire. Et des critères et des labels, ils peuvent se construire, soit c'est comme élu produit de l'année, c'est autodéclaratif et on a le label, soit on a derrière des entités neutres, publiques ou privées. Je pense au label Écoquartier, je pense à Citergie, je pense à d'autres labels qui peuvent exister, qui peuvent être donnés à un moment donné, qui peuvent être aussi phasés dans le temps, qui peuvent se scander et qui du coup peuvent imposer un cahier des charges entre guillemets et des indicateurs à suivre, à remplir et des conditions à mettre en œuvre. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait être fait et on pourrait en discuter très longuement sur la base de plein d'exemples. Ghislaine, tu voulais... Juste les indicateurs. Voilà. Pour faire court, comment sortir de la bibliométrie en admettant de sortir du silo sciences et d'évaluer autrement qu'à l'intérieur du silo sciences la qualité de la science, et aussi d'évaluer la science par les finalités qu'on lui a assignées au moment où on décide que c'est bien d'en faire, et en plus vraiment pour les indicateurs en tant qu'outil, puisqu'on n'échappe pas à créer des outils en partant du principe que l'information qui est nécessaire à créer ces outils d'évaluation, ils n'ont pas besoin d'être quantitatifs, mais il faut de l'information, il faut aller la chercher là où on est impacté, où la science a voulu avoir des finalités. Alors les indicateurs d'impact, ça fait... Il y a des kilomètres de publications, mon Dieu, comment faire, c'est très difficile, ça ne va pas, on mesure mal, etc. Il faut sortir du silo. Très bien. Olivier, on va tourner. Olivier, ensuite Isabelle, et ensuite l'impact. Moi, c'était pour ouvrir, pour aborder un autre sujet. C'est pour vous faire agir. Je ne vais pas donner l'avis sur un autre sujet qui n'a pas forcément été tellement évoqué ici et qui est pourtant, je crois, assez au cœur, et en particulier dans les partenariats, etc., qui est la propriété de la science, la propriété de la connaissance, avec les brevets, etc., la science ouverte, la science libre, etc. Et en fait, je ne vais pas donner d'avis, je vais juste interpeller en fait, les gens de la table ronde par rapport à cette question qui est quand même extrêmement centrale. Et voilà.
alors, est-ce qu'il y a une réponse sur finalement, il y a un marché du savoir, hein, d'une certaine manière. Hein, c'est ce qu'on avait, une économie de la connaissance, il y a des indicateurs qui sont mis en place justement par rapport à faire ça. Et donc, il y a quand même une réaction de la communauté scientifique par rapport au business des publications. Là-dessus, on travaille beaucoup en ce moment pour essayer de comprendre. Hein, et justement, dans l'évaluation des savoirs, justement, si on sort du silo-science et si on met d'autres indicateurs qu'un facteur d'impact ou un index ou quelque chose comme ça, on se retrouve avec non plus un marché privé des savoirs, mais avec une évaluation locale, territoriale, d'une science citoyenne, on pourrait dire. Avec la capacité de créer les indicateurs en fonction de ce qu'on a comme... Ce qui empêche la possibilité d'un marché, puisque ce sont chaque fois des choses qui sont un peu incommensurables, finalement. Juste rebondir, parce qu'au-delà de la production de la connaissance, se pose de plus en plus la question de la production de la donnée, qui est à la base de la connaissance, et de la propriété de la donnée. Et la propriété de la donnée peut être bloquante ou non sur la production de la science. Et il y a de réels enjeux informationnels à l'heure actuelle sur la production de la donnée et sur la propriété de la donnée. On reprend vite le tour, donc Isabelle, Mme Pasco. Je vais dire rapidement que si on reste dans le cadre des appels à projets, donc quand même préciser que sur ce projet, il y avait eu, sur cet appel CO3, il y avait eu 90 projets à déposer et moins de 10% financés, donc il y a quand même une pression, que c'est en plus tellement minoritaire par rapport aux autres appels à projets, donc revenir aussi sur la notion que dans les appels à projets type ANR ou Europe, les conventions de recherche qui sont établies, elles ont été faites sur la base de négociations entre les services de propriété intellectuelle, des instituts de recherche et du partenariat privé. Et donc on se retrouve avec des modalités de conventionnement qui sont complètement décalées par rapport à ce qu'on pourrait avoir envie d'établir avec des associations sans but lucratif, etc. Moi, ça a été notre cas, et donc ça pose la question de la propriété des résultats. Et donc, il y a un travail à faire au sein des institutions, si on veut, je pense aussi réinternaliser, donc pas passer par ces appels à projets, ces organes de financement extérieur, ces agences de financement extérieur. Donc si on veut réintégrer la recherche participative, je pense qu'il faut qu'on se pose vraiment la question sur la propriété des résultats, parce que les instituts de recherche, ils se comportent un peu comme des prédateurs, peut-être parce qu'ils ont eu à se défendre contre les industriels, mais que dans un travail de co-construction, coproduction de savoir avec la société, avec des associations qui sont toutes petites, il faut repenser ça autrement, et aussi il faut repenser la place, redonner une place différente aux associations qui n'ont pas du tout les moyens de consacrer du temps pour préparer des projets en amont. Tout ce rôle-là, tout ça, c'est pas reconnu, donc réfléchir à comment on peut financer un tiers secteur scientifique de façon raisonnable, sans appel à projet. Madame Pacto, sur cette question du tiers secteur. Je dois dire, je ne comprends plus rien dans cette histoire de tiers secteur, mais bon, on a écrit un paragraphe dans ce qui nous a été dit, parce que là, le tiers secteur, c'est nous, la recherche publique. Non, le tiers secteur, oui, donc je ne comprends pas très bien le rapport, mais ce que je peux dire, c'est que nous, en tant que chercheurs et en tant que syndicat, on se préoccupe beaucoup de ces affaires d'open science, etc., de brevets. On est pour que tout soit public, nos recherches sont publiques. Alors on a une différence avec l'INRA. L'INRA, le CNRS, c'est généraliste et c'est en principe ouvert. Évidemment, il y a des choses des tas de gens qui brevettent des tas de recherches au CNRS aussi. Oui, mais justement, le point. Oui, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis on n'a pas les mêmes finalités, on n'a pas les mêmes... Donc les syndicats sont mobilisés sur la question de... complètement. Donc c'est l'histoire des publications, et on vous montre aussi comment le système de publication fait que ça peut aussi induire certains types de recherches. On travaille dessus, on réfléchit, on décrypte, etc.
Mais pour revenir, donc, c'est pour ça que j'aime les VRS. Vous verrez ce qu'on a écrit sur nos déclarations de notre PDG, etc. Donc on n'est pas. Mais je voulais dire qu'il y a des expérimentations très intéressantes comme Acclimatera, je ne sais pas si vous connaissez, qui se font en Aquitaine actuellement, où c'est les chercheurs, les politiques et différentes organisations. Donc moi je connais les chercheurs, je ne connais pas les autres personnes qui travaillent pour faire la transition écologique en Aquitaine. Et apparemment, donc il y a des expérimentations. Il y a et très grande échelle là, parce que le politique c'est lui qui est venu chercher, il était prenant. S'il n'y a pas le politique. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Jacques Lestard, biologiste, ancien chercheur INSERM et membre de Sciences Citoyennes. Je ne voudrais pas que cette matinée s'achève sans qu'on ait parlé un peu des propositions un peu plus en avant de Sciences Citoyennes. En particulier, on propose un outil qui est la Convention de citoyens. Donc je voudrais quand même en dire un mot en disant que ce n'est pas la même chose que la Convention Macron sur le climat. On a produit 2 textes pour critiquer ça. On est content que ça mature un peu dans le monde politique et que certains veulent reprendre, mais on craint beaucoup des simplifications. Donc on est assez critique là-dessus. On a un projet de proposition de loi depuis 2007 qui normalement aurait dû être repris par le gouvernement là, pour organiser une convention de citoyens, puisqu'on avait décrit comment ça doit être. Mais tant que ce ne sera pas une vraie loi, on n'a pas beaucoup de chance. Alors je voudrais un peu, puisqu'on termine cette matinée, revenir sur une parole que j'ai entendue au début de Loïc Prudhomme, député, qui a dit « j'ai besoin d'une parole fiable ». Ça me paraît fondamental. Le politique a besoin d'une parole fiable pour prendre ses dispositions. Et pour voter des lois, pour voter des budgets, c'est évident. Dans notre système de démocratie participative, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une parole fiable? C'est pas la parole du chercheur ou des chercheurs. Évidemment, ils sont fiables chacun dans leur catégorie, mais ils ne sont pas fiables pour exprimer un point de vue qui devrait inspirer le politique pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner des points de vue techniques, ils peuvent donner des informations. Et c'est pourquoi nous, quand on propose comme outil la Convention de citoyens, c'est parce que la Convention de citoyens, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir une parole fiable. Pourquoi une parole fiable? Parce que c'est une parole informée. Informée mieux que ce que dirait un chercheur. Parce que les citoyens ont entendu plusieurs chercheurs ayant des positions différentes sur le même sujet. Et à partir de là, ils vont pouvoir formuler un avis. Donc informer d'abord. Ensuite, c'est une parole désintéressée. Le chercheur n'est pas désintéressé par rapport à une solution. Surtout ceux qui, en général, sont invités par les parlementaires pour apporter leur avis sur une nouvelle technologie. C'est évidemment celle qu'ils font dans leur laboratoire qui est la bonne. Donc, une parole désintéressée, puisque le citoyen n'a pas d'intérêt particulier, il est tiré au sort. On n'a pas parlé du tout du tir au sort, mais c'est un point fondamental pour avoir des gens qui sont justement, qui vont être au service du bien commun. Alors on a évoqué plusieurs fois le bien commun. Le bien commun, c'est vrai, c'est le serpent de mer, hein, c'est le truc... mais moi je dis le bien commun, c'est ce que désigne une convention de citoyens bien faite. C'est-à-dire que quand les gens ont été bien informés, n'ont pas d'intérêt particulier à défendre, ils vont aller vers le bien commun, d'autant que se développe dans ces procédures, comme dans les jurys citoyens en assises, hein, comme chaque fois que vous mettez un groupe de personnes tirées au sort pour résoudre un problème, il se développe de l'intelligence collective, mais il se développe aussi de l'empathie, une espèce de générosité vis-à-vis des autres, et ça c'est fondamental pour prévoir l'avenir dans des situations difficiles où on est. Donc c'est pourquoi la Convention de citoyens, ce n'est pas un outil banal, c'est un outil exceptionnel qu'il faut prendre en considération. Merci. Et on va clôturer, je suis désolé, c'est l'heure, on va être obligé de clôturer sur cette note d'optimisme. Et je vous remercie tous, en tout cas, les intervenants, les gens dans la salle, d'être venus pour débattre.